Mais on va passer la parole à Maître Charles Stéphane Marchiani, qui va nous parler des conséquences de la résolution de l'ONU 2797 récente sur l'alignement de l'ordre juridique marocain et de l'ordre juridique international en matière de droit des affaires, parce que les provinces du Sud avaient un moment pâti de certaines décisions internationales. Maître, à vous la parole. Merci Alfred. Bonsoir à tous. Alors, au Royaume du Maroc, la montée en puissance d'un État stratège. Pour illustrer ce qu'est un État stratège et en quoi le Maroc est un État stratège, du point de vue de l'avocat que je suis, du juriste, je dirais qu'un État stratège, c'est un État qui, parmi d'autres choses, peut amener les autres États, ses interlocuteurs sur la scène internationale, à voir les choses de la façon dont ils le voient. Et c'est là la mise en œuvre d'un soft power qui lui permet d'atteindre ses résultats, de faire prévaloir son point de vue. Très concrètement, on peut l'illustrer par rapport à ce qu'ont été la question, si on prend le langage marocain des provinces du Sud, si on prend ce qui a été longtemps le vocable dans la Vulgate internationale, le Sahara occidental. Déjà, c'est intéressant parce que quand on prend ces deux termes, et ça on ne le relève pas souvent, il y a un hiatus toponymique. En effet, ce qu'on appelle les provinces du Sud, au Maroc, ce sont 10 provinces situées dans 3 régions. Les 3 régions qui sont au sud du Maroc, mais qui en fait commencent à peu près à la moitié de la côte atlantique, la région de Guelmim, la région de l'Aïoun et la région d'Arla. En revanche, le Sahara occidental, cette notion telle qu'elle est utilisée dans le forum international, c'est essentiellement à 95% les régions d'Arla et de l'Aïoun, à peu de choses près. Donc déjà, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y avait juste au niveau des termes une logomachie entre ce qui prévalait au Maroc et ce qui prévalait dans le concert international. Et ce hiatus, il était encore plus patent lorsqu'on confrontait ce qu'était l'ordre juridique marocain avec ce qui prévalait dans l'ordre juridique international. Je m'explique. Dans l'ordre juridique marocain, il y a les frontières du Maroc, et au sein de ces frontières du Maroc, l'autorité royale, le corpus législatif, s'applique de la même façon de Tanger à la Gouira, de l'extrême nord à l'extrême sud. Il y a une loi générale qui s'applique. Il peut y avoir des régimes dérogatoires afin de favoriser, par exemple, en matière d'activité économique, tel ou tel territoire. C'est le cas notamment en raison de la volonté du pouvoir central dans les provinces du Sud pour doper l'activité économique avec des régimes fiscaux attractifs, dérogatoires. Mais ce n'est pas là l'apanage des provinces du Sud. On a aussi des zones franches dans d'autres parties du Maroc. Et dans tous les cas, c'est parce que le pouvoir politique central l'a voulu et ce n'est pas la reconnaissance d'une plus ou moins grande marocanité. Au niveau international, en revanche, certains acteurs, certains sujets de droit international considéraient, et là je pense à l'Union européenne et je vais illustrer mon propos, que le Maroc ne pouvait pas exercer sa souveraineté politique, sa souveraineté juridique de la même façon, notamment dans les provinces du Sud, le Sahara occidental tel qu'il était désigné. Et là, je voudrais qu'on revienne juste un an en arrière, où le 4 octobre 2024, la Cour de justice de l'Union européenne avait rendu 3 décisions qui, à l'époque, avaient quand même retenu l'attention. Ces 3 décisions, quelles étaient-elles ? Vous avez 2 décisions de la Cour de justice de l'Union européenne qui annulaient donc 2 décisions du Conseil européen qui avaient approuvé un accord de pêche entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc, d'un côté, et de l'autre, un accord sur la commercialisation de produits agricoles entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc. Pourquoi
la Cour de justice de l'Union européenne avait annulé ces décisions du Conseil européen. Elle les avait annulées en considérant que ces conventions approuvées par le Conseil européen méconnaissaient le principe de l'effet relatif des conventions internationales. Le principe de l'effet relatif des conventions internationales, c'est quand deux sujets de droit signent une convention, en l'occurrence l'Union européenne et le Royaume du Maroc, ils ne peuvent pas dans cette convention, d'accord, régir la situation d'un tiers au contrat sans le consentement de ce tiers. Le tiers, en l'occurrence, c'était qui? Le tiers, en l'occurrence, pour la Cour de justice de l'Union européenne, c'était le peuple sahraoui, dont l'agrément avait été considéré comme non recueilli. Donc les conventions n'étaient pas valables à l'aune du droit international pour la Cour de justice de l'Union européenne. Eh bien aujourd'hui, et Madame l'ambassadeur, vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura un avant 31 octobre et un après 31 octobre. Aujourd'hui, il semble que cette jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne soit obsolète. Pourquoi ? Parce que dans sa résolution 2797, le Conseil de sécurité des Nations unies a reconnu que de Tanger à l'extrême sud marocain, il n'y avait qu'une souveraineté. Et que la question des provinces du sud, du Sahara occidental, devait se régler dans le cadre de la souveraineté marocaine. Si donc il n'y a qu'une seule souveraineté, eh bien dans ce cas-là, l'État marocain n'a pas besoin de recueillir l'avis de quelqu'un d'autre. Il n'y a plus de tiers au contrat entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc. Aujourd'hui, cette jurisprudence de l'Union européenne serait caduque. Il y avait une troisième décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 octobre 2024 également, mais ça c'était pas un contentieux d'annulation, c'était une question préjudicielle qui avait été posée par le Conseil d'État français à la Cour de Luxembourg pour savoir ce qu'exigeait la réglementation commerciale européenne en matière d'étiquetage des produits agricoles en provenance des provinces du sud marocain. Et la Cour de justice de l'Union européenne avait dit que sur ces étiquettes, il fallait indiquer uniquement Sahara occidental, et même pas Maroc, uniquement Sahara occidental, en octobre 2024. Et bien aujourd'hui, pareil, cette jurisprudence de l'Union européenne, on peut considérer qu'elle est caduque. Elle ne tient plus face à la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies qui a dit que la souveraineté s'appliquait sur le territoire du Sahara occidental, c'était la souveraineté marocaine, quel que serait le statut retenu à l'intérieur du Maroc pour l'administration de ce territoire in fine. Mais c'était la souveraineté marocaine. Donc ce qu'a dit la Cour de justice de l'Union européenne dans cette décision du 4 octobre 2024, comme quoi le territoire du Sahara occidental n'était pas le territoire marocain, ça a été écrit dans la décision, aujourd'hui c'est caduque. Et on peut donc dire qu'à cet égard, le Maroc a été stratège, car il a imposé au niveau international ce qui était sa vision dans son propre ordre juridique. Voilà ce que j'avais à dire pour illustrer la montée en puissance d'un État stratège. Merci, maître.